Bonsoir chers internautes. Vous êtes sur GPTV dans la nocturne un soir avec Lara. Ce soir, c'est pas quelque chose qui va être habituel pour un vendredi soir. Les vendredis soirs, normalement, ça va être des soirées de l'étrange. Mais ce soir-là, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dimitri Kochko, journaliste, analyste politique et fondateur et président de France Oral et Stop Russophobie. Je rappelle à nos internautes que pour rejoindre notre communauté, abonnez-vous à la revue Géopolitique Profonde. Et n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo et regardez le descriptif de notre boutique. Il est encore temps de faire les emplettes pour Noël. Et dans la description, vous retrouverez également la possibilité de vous abonner à la revue. Alors, bonsoir, cher Dimitri. Merci d'avoir accepté cette interview. On va aujourd'hui parler de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la ligne directe de Poutine, un exercice assez inédit dont vous pouvez nous raconter les contours et le sens. Voilà. Alors, c'est une espèce de grand-messe annuelle, assez impressionnante, faut bien le dire. Poutine s'est livré hier à 4h30 d'un exercice qui mélange la conférence de presse et la fameuse ligne droite qu'il a établie il y a déjà plusieurs années en un dialogue avec les électeurs. Alors, c'est un exercice qui est préparé évidemment à l'avance avec la possibilité pour tout le monde d'envoyer des questions. Alors, le nombre de questions qui affluent au niveau de la population, c'est de l'ordre de 2 millions et quelquefois après, ça va les dépasser. En général, il y a une réponse à toutes ces questions, même si c'est une réponse qui est un peu évasive, évidemment. Et puis, euh, et puis en même temps, c'est une conférence de presse, c'est-à-dire que tout ça se passe dans une grande salle à Moscou où il y a des journalistes qui sont admis, beaucoup de journalistes des différentes régions russes, euh, avec des panneaux qui avant prenaient des proportions absolument carnavalesques, mais qui aujourd'hui ont été limités à du 24-36, enfin du A4 pour que justement on puisse pas gêner les caméras et les appareils photo qui sont derrière. Et puis les journalistes, et puis des journalistes étrangers, dont des journalistes occidentaux. Alors il y en a deux qui ont parlé des particulièrement teigneux, évidemment. Hier, hein, il y a celui de la BBC, qui est le correspondant habituel et qui est un russophobe patenté, et puis un correspondant américain qui a aussi posé sa question. En règle générale, euh, c'est un exercice évidemment préparé. Poutine a fait d'ailleurs remarquer à ces journalistes étrangers, là, occidentaux, que eux étaient admis à des conférences de presse du chef de l'État, que eux pouvaient travailler en Russie et que malheureusement, ce n'était pas toujours le cas dans les pays occidentaux pour les journalistes russes. On est Euh, bien d'accord, C'était c'est un exercice qui s'adresse surtout au peuple russe, hein. On est d'accord sur cet aspect, même oui et si non. Oui et non. Oui et non, parce que forcément, avec le côté conférence de presse, et puis le côté, disons, assez encyclopédique de l'intervention, il est évident que c'est suivi quand même dans le monde entier. Et il y a quelques messages à l'intention du monde, et pas seulement du monde hostile, c'est-à-dire des Occidentaux et de leurs maîtres américains, mais aussi vis-à-vis des partenaires, notamment des BRICS. Donc oui, bien sûr que c'est un exercice au niveau, je dirais, de la gouvernance, c'est évidemment un exercice orienté vers les Russes. Et c'est évidemment, comme tout ce genre de grand-messe, un exercice qui est quand même préparé à l'avance, avec des interventions calculées, avec toute une dimension évidemment de propagande, mais et c'est là la particularité de Poutine qui est assez intéressante, c'est que comme il a une mémoire assez fabuleuse, parce que même des détails, il arrive à se souvenir et à répondre
d'une manière compétente sur des dossiers qui sont quand même pas évidents, hein, notamment régionaux. Mm. Euh, alors c'est dû à deux choses, ça. C'est que il y a bah, lui-même a des capacités de mémoire et d'intervention et de rapidité de réflexion qui sont quand même assez impressionnantes. Il il fait un exercice en même temps que l'exercice préparé. Il fait aussi, et ça c'est lui-même qu'il fait, il fait exprès d'interroger des gens qui ne sont pas forcément prévus par l'appareil autour de lui. Et ça, D'accord. c'est toujours sa tentation ou sa tentative ou sa volonté d'essayer d'arriver à avoir des informations ou des réactions du public qui ne soient pas digérées prédigérées par les courtisans. Ça, Mhm. c'est un phénomène de pouvoir, hein, c'est pas un phénomène russe, c'est un phénomène de pouvoir, mais c'est pas tous les gens qui sont au pouvoir qui cherchent à avoir un écho réel du pays, c'est-à-dire qui n'acceptent pas la coupure permanente entre le pouvoir et la population, comme c'est le cas chez nous. Mm. Et comme c'était le cas, par exemple, à l'époque soviétique, hein, Mm. ou sous Yeltsin. Lui, justement, essaye souvent de contourner un peu le rapport brosse à reluire que font forcément les arrivistes qui l'entourent, quoi. Mm. Et il le sait bien. Donc, il interroge des gens qui n'étaient pas prévus. Ouais. Bah, ça, Euh, c'est il courageux en plus. n'empêche, c'est courageux, mais ça veut dire qu'il est assez sûr de lui aussi, hein. Mm. Ouais. Ça veut dire qu'il arrive à répondre. Et c'est effectivement assez impressionnant au niveau de 4h30 de réponse. C'est quand même très fort. Même, je vous dis encore une fois, s'il y a des aspects qui sont évidemment préparés et évidemment qui sont joués en quelque sorte. Notamment, on fait intervenir des habitants qui appellent de leur région, mais ce sont des gens qui posent des questions qui ne sont pas agréables du tout pour un gouvernant Mm. et qui touchent en plus là où ça fait mal. Par Mm. exemple, comme vous savez, il y a une politique de démographie, d'encouragement à la natalité en Russie, à laquelle tient beaucoup Poutine, parce que c'est un des grands problèmes de la Russie aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui est Et intéressant de voir, oui. Mm. on a interrogé une maman de 5 enfants qui dit, c'est gentil vos allocations familiales, mais dès que je reçois les allocations que je reçois et sur lesquelles je paye des impôts, sont comptées dans mon revenu global, et du coup, à cause du revenu global, je dépasse les seuils minimaux, et puis du coup, j'ai plus droit à rien. Donc là, il y a un vrai souci. Moi, mes 5 enfants, du coup, bah, je j'ai pas de quoi enfin, les Les nourrir quand même élever. si, mais Mm. en tout cas, pas de leur assurer une scolarité et pas leur assurer le logement qu'il faudrait et que vous voulez justement que nous puissions avoir quand nous avons beaucoup d'enfants. Alors évidemment, là, on arrive dans le côté bon tsar Mhm. en quelque sorte traditionnelle en Russie, et qui est une des explications pourquoi Poutine sait autant de choses, y compris en détail, dans les régions. C'est que quand il y a un conflit entre différentes administrations, entre différents fonctionnaires, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais la plupart du temps c'est pour des raisons bureaucratiques, mais il arrive que ce soit pour des raisons de corruption. Eh bien, on s'adresse traditionnellement à l'échelon au-dessus pour arriver à trancher. Ça se fait un peu partout, mais en Russie, ça arrive même jusqu'au président. Mm. Et ça, c'est une tradition quand même justement assez ancienne où effectivement l'État est traditionnellement décisionnaire de plus de choses qu'il ne devrait décider. Et d'ailleurs, les dirigeants russes, en tout cas ceux comme Poutine, le considèrent, mais ils en ont aussi pris l'habitude et c'est totalement dans les mœurs du pays. Mm. Et c'est Bah, je comme ça que rappelle les que gens le voient.
le peuple russe appelait son tsar Batyushka. Donc Batyushka, c'est Le petit père, oui. le petit père. Donc c'est la référence et une forme de, voilà, de crédit sur le fait que le tsar va trancher toujours justement et en faveur du plus faible. Euh, mais Dimitri, ce qui est intéressant, c'est que justement cet exercice commence la plupart du temps par des questions et la situation économique en Russie. Qu'en est-il de cette Russie que Bruno Le Maire, à laquelle Bruno Le Maire voulait faire la guerre totale et mettre à genoux? Qu'en est-il? Est-elle enfin à genoux, comme souhaitait Bruno Le Maire? Oh, il doit s'en rendre compte en Suisse, où il nous a, où À lui-même s'est Lausanne. réfugié. Mm. Bon, écoutez, de toute façon, ça, c'est pas très sérieux, quoi, hein, Bruno Le Maire. Ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que Poutine a même, et là, c'est d'une manière pas très habituelle, justement. Il a commencé son intervention par, je dirais, pour ce que moi j'en interprète, en tout cas, par la question essentielle de la situation en Russie et effectivement par la situation économique et financière. Et puis, et là, moi, je suis assez déçu, et je pense que je ne suis pas le seul. Il a dit des choses, il a laissé entendre des choses, il a, il a un peu joué à Dieu en même temps, Ah oui? euh, mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit, et ça, alors j'y reviendrai si vous voulez bien. Mais effectivement, il a commencé par ça, et notamment par la situation de l'inflation et de la réaction de la Banque centrale à cette situation d'inflation. Très Euh, intéressant. et, Je sais que c'est et votre... en euh, plus, en plus, il a illustré la situation économique. Encore une fois, ce qu'il a dit au début, pour le grand public russe, c'est passé un peu à côté. Ça n'a été compris, en gros, que par les gens qui suivent ou par des gens qui ont quelques notions d'économie quand même. mm, Pour ce qui est mais de l'illustration du possible, en tout cas j'aimerais le voir comme ça, c'est l'exemple de la dame que j'ai citée tout à l'heure avec ses 5 enfants. C'est aussi l'exemple, et là, vous vous rendez compte à quel point un chef d'État qui se permet de se faire dire ça en émission qui est suivie par des millions de gens, les combattants qui se plaignent, les combattants aujourd'hui sur le front, qui se plaignent qu'ils n'ont pas reçu les sommes promises, notamment pour les destructions de chars américains ou anglais, ou allemands. Allemands, ils ont encore mieux, je crois. Histoire, par bon souvenir, quoi. mm. Euh, et, euh, et les combattants de la région de Koursk, qui ne sont pas traités de la même façon que ceux qui interviennent dans le cadre de ce qu'on appelle le SVO, c'est-à-dire L'opération spéciale. l'opération militaire spéciale C'est une pour défendre aberration, oui. Donetsk, pour défendre le Donbass. Ce qui est une aberration en soi. Alors, Donc, c'est-à-dire c'est une aberration qui a des explications bureaucratiques, mm, c'est-à-dire que comme ils sont à Koursk, ils ne sont pas dans le SVO, ils sont sur le territoire russe, ils étaient là, ils se sont retrouvés combattants alors qu'ils ne l'étaient pas au départ. Et donc, du coup, les administrations disent, ah, mais non, il y a là le point 5 et ils n'ont pas rempli le formulaire A12, donc ça ne va pas du tout aller, on ne va pas pouvoir leur verser la prime. Et ça, il y a des gens, des mères, des épouses et des combattants qui se sont exprimés et qu'on a laissé s'exprimer, bien évidemment volontairement, mm, hein, puisqu'on l'a laissé, mais il n'a pas eu peur de le dire. mm, Et donc, évidemment, il a promis de résoudre les choses au plus vite. Il a mis en cause le traitement bureaucratique de la chose. Enfin, là, il était dans le rôle, effectivement, du bon tsar, quoi. mm, Mais c'est quelque chose qui a bougé. C'est quelque chose qui est important, quand même. mm. D'autres aspects économiques, comme par exemple des retraités qui n'arrivent pas à suivre par rapport à l'inflation, des gens dans des régions qui n'ont toujours pas de route carrossable, par exemple, ou bien pas de services, notamment au niveau de la santé, par exemple. C'est des problèmes qu'il a laissé poser, qui sont souvent posés hein, dans ces lignes droites, là,
mais qui sont une façon de dire aussi, il faut qu'on se préoccupe du bien-être des populations. Alors, à côté de ça, il a aussi fait plusieurs annonces. Alors, on va résumer un peu tous les éléments dont il a parlé, parce qu'évidemment, tout ça est une espèce de bouillabaisse avec des tas de produits qui viennent se mêler là, et du coup, il a parlé un peu de tout. Alors, il y a des choses qui intéressent essentiellement les Russes, il y a des choses qui intéressent quand même, qui nous intéressent aussi à l'étranger. Je dirais, il y a des choses sur lesquelles il est intéressant de relever, je trouve. C'est par exemple un sujet comme la renaissance du cinéma russe. Ah oui. Parce que n'oubliez pas que dans les années 90, et nous on est concernés, nous Français, Mm. par ce genre de démarche, parce que le Ouais. plan Hollywood. Marshall, quand les Mm. Américains nous l'ont Imposé. offert ou imposé, je vous signale que dedans, il y avait l'obligation de montrer un certain nombre de films américains au Mm. public français. Eh bien, dans les années 90 en Russie, les Américains, ils ont pris le contrôle de toute la distribution cinématographique et il n'y avait que des films américains qui passaient. Le cinéma russe, il était en train de... Il s'étiolait totalement, alors que c'est un cinéma quand même très très riche. Je dirais Mm. le cinéma soviétique. Enfin bon, il y a des pays comme l'Estonie, par exemple, la Géorgie ou le Kazakhstan, qui étaient des producteurs de cinéma fabuleux Mm. à l'époque soviétique, bon, qui évidemment ont plus ou moins disparu, quoi. Et D'autre l'Ukraine part, aussi. L'Ukraine faisait partie aussi. Il y avait des bien studios, hein. sûr, non, mais il y a les studios à Kiev, Ouais. c'est des studios Fabuleux. comme aussi grands que l'Universal, hein, Mm. ou presque. Euh, Dimitri, en tout cas, j'ai une du question. Mosfilm de Moscou. Voilà, sur l'aspect économique, ce qui était, enfin, moi pour ma part, je ne sais pas si c'est ça qui t'a paru étrange. Moi, pour ma part, ce qui m'a paru étrange, c'est quand il a dit que les taux de change de la Banque centrale ne lui étaient pas communiqués en amont et qu'il les découvrait un petit peu avec tout le monde. Oui, c'est pas les Est-ce taux de ça, change, c'est le taux directeur. autodirecteur, pardon, est-ce que ça fait partie des étrangetés de cette annonce et qu'il a appelé à mesurer justement le taux directeur finalement presque, enfin, publiquement, comme s'il ne pouvait pas Alors, le faire autrement. alors c'est la question, bon, à mon avis, c'est la question fondamentale, effectivement. Alors, on va y venir dès maintenant. D'accord. Ben, C'est je veux bien, hein, parce effectivement, que... c'est par ça qu'il a commencé. C'est par D'accord. ça qu'il a commencé en disant nous avons, euh, nous avons une inflation à 9,4%. Nous avons eu une hausse du pouvoir d'achat réelle et moyenne. Et il a insisté sur le côté moyen lorsqu'il y a eu des questions après de gens qui évidemment se plaignaient qu'ils n'avaient pas du tout Aperçu. qu'ils ressentaient pas du tout une hausse de pouvoir d'achat. Euh, il, une hausse de pouvoir d'achat de 9% réel en moyenne. C'est assez vrai, on peut le constater quand on va en Russie, hein. Maintenant, il dit, j'ai parlé au téléphone avec Naïboulina, qui est le gouverneur de la Banque centrale. Moi, ça m'a inquiété qu'il en ait parlé. En plus, il l'a cité par son prénom. Mhm. Parce que Madame Naïboulina, justement, sa politique est une politique, je dirais, monétariste traditionnelle, qui est de réduire, essayer de réduire l'inflation en augmentant les taux directeurs. Et donc, on arrive à ce que des hypothèques ou des prêts aux entreprises dépassent 25%, ou soit à 24%. Le taux directeur étant fixé à 21%, c'est-à-dire Énorme. champion toute catégorie au niveau du taux réel de l'entreprise. C'est de la folie. Mais Poutine reprend l'argumentation de Naïboulina, disant euh, il faut, il y a une surchauffe de l'économie, notamment à cause ou grâce aux sanctions occidentales. Mhm. Et donc, il faut ralentir tout ça, refroidir l'économie. Pour un Euh, atterrissage en douce, comme il a dit, non? non, non, c'est pas lui qui l'a dit ça, mais enfin bon, Ouais. il a dit, mais l'ennui,
c'est que, euh, alors, il reconnaît que la production, donc, n'a pas suivi la demande, puisque la demande s'est accrue avec l'augmentation du niveau de vie, d'accord? Mhm. Là, le problème, alors, il a quand même dit, et c'est ça qui a ouvert plein d'espoir parmi les connaisseurs, il a dit, Madame Naïboulina applique la formule de la hausse du taux directeur pour réduire l'inflation. C'est une des méthodes traditionnellement employées, et a-t-il dit, mais ce n'est pas la seule. Alors là, les observateurs qui sont quelque peu sceptiques et qui soupçonnent Madame Naïboulina de ne pas forcément jouer que le jeu de la Russie, Mhm. se sont réjouis en disant, ah, enfin, on va regarder une autre politique. Parce que le problème, c'est que en augmentant comme ça le taux directeur et en limitant la croissance économique, et Poutine a dit lui-même, nous avons eu 4% de croissance cette année, qui est quand même magnifique par rapport à l'Europe occidentale, hein, quand même, hein. Mhm. D'après les chiffres FMI, Banque mondiale, hein. Et l'année prochaine, on va arriver à 2, 2,5, parce qu'on va refroidir l'économie. Mais c'est de la folie. Si on y pense, c'est de la folie. C'est un pays qui est boycotté par du monde, une partie du monde, par le monde occidental. C'est un pays qui est en pleine croissance économique, avec plein d'initiatives de production, etc., qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est un pays qui a des besoins de d'amélioration de la situation de sa population, même si l'amélioration a été réelle enfin, impressionnante, si on veut, ces 2 dernières décennies. Mais il n'empêche, dans son émission elle-même, il a illustré qu'il y avait des besoins. Donc, ce qu'il faut, c'est certainement pas limiter la masse monétaire, c'est certainement aller vers une politique de l'offre, de façon à répondre le plus possible à la demande. Mhm. Or, en augmentant le taux d'intérêt, en n'imposant pas un contrôle d'échange, en laissant flotter le rouble qui est arrivé à des hauteurs terribles, qui d'un côté peuvent arranger le budget d'un certain point de vue, mais qui n'augmente, qui en tout cas n'arrange pas l'inflation, puisque vous avez toute une inflation importée, puisque les matériaux que vous importez, eux, vous les payez de plus en plus cher. D'autre part, les matières premières que la Russie produit en abondance Mhm. sont toujours payées au cours de Chicago et de Londres, c'est-à-dire en équivalent devise, Mhm. c'est-à-dire avec un rouble qui baisse Mhm. de plus en plus cher. Donc, à quoi on joue? Donc, par exemple, récemment, il y a un journal du soir que certains considèrent comme immonde, qui parlait avec une certaine délectation de stagflation en Russie. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? la stagflation, c'est un phénomène économique relativement rare, mais qu'on a vu apparaître à la fin des années 1900. C'est que ça, c'est qu'en même temps, il y a une inflation et une hausse du chômage, ce qui en général ne se fait pas vraiment. Enfin, c'est des courbes qui en général se croisent, donc c'est pas logique. Alors évidemment, il n'y a pas de stagflation aujourd'hui en Russie parce que ne serait-ce que le chômage, il n'existe pas en Russie et le problème de la Russie, c'est un manque de main-d'œuvre qui s'est Mhm. d'ailleurs exprimé lors de la conférence de presse de Poutine, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants qui ont dit qu'il manquait de main-d'œuvre. D'où D'où la question de l'immigration qui a l'immigration. suivi. D'où aussi l'immigration, non? Voilà, d'où la question de l'immigration. Et Mhm. quelle immigration? Mhm.
puisque là aussi, il y a des soucis avec l'immigration, il y a un souci de criminalité, il y a un souci de qualité de vie des immigrés en question, et puis il y a une autre question qui a été démontrée par l'assassinat terroriste du général Kirillov, donc spécialiste, qui est un savant, qui n'était pas seulement un général, hein, qui était un scientifique, qui a mis notamment au point le vaccin contre Ebola, donc qui a sauvé énormément d'Africains. C'est ce monsieur-là qui a été assassiné par les Anglo-Saxons via les Ukrainiens. C'est quand même, c'est pas n'importe qui. C'est un homme qui était hautement spécialisé et qui était en train d'enquêter sur les laboratoires de guerre bactériologique qu'ont installé les Les États-Unis en biolabs. Ukraine, Mm. Mm. avec tous les éléments de preuve et avec tous les éléments fondés scientifiquement sur les recherches que faisaient justement en biodiversité les Américains en Ukraine, et évidemment avec les compromissions du fils Biden, récemment gracié, Oui. qui était totalement mêlé à ces laboratoires. Mm. Donc l'assassinat, il n'est pas intervenu par hasard. Mm. Alors en plus de ça, ça a montré aussi autre chose qui a beaucoup frappé les Russes. C'est que le général en question, il habitait dans une espèce de HLM de l'époque Khrouchtchev. Euh, enfin, c'est incroyable, quoi. Pour un général, un scientifique de ce niveau, habiter en plus, il était sans garde du corps. Il était simplement avec son adjoint, qui est un autre scientifique aussi d'ailleurs. Ils ont mis une bombe, ils ont mis une trottinette avec bombe, et il y avait un véhicule qui était là pour filmer et déclencher la bombe. Enfin, euh, eh bien, c'est un Ouzbek qui est présumé avoir placé la bombe et avoir été utilisé. De même que ce sont des Tadjiks qui ont été utilisés lors de l'attaque terroriste Ah, du Crocus. Crocus. Mm. Donc vous voyez, les problèmes que pose aussi l'immigration, c'est que ce sont des gens pauvres, facilement achetables, et donc à chaque fois on leur promet, là celui-là, il s'était vu promettre 100 000 $ pour Mm. l'assassinat du général par La des possibilité Ukrainiens de s'échapper en Europe. par des Ukrainiens, plus des passeports européens. Mm. Ouais. Donc vous voyez, c'est signé. Bah, clairement, je ne vois pas l'Ukraine avoir la possibilité de délivrer le passeport européen. Voilà, déjà. Donc, Alors commençons déjà. revenons à l'histoire de l'économie. Alors bon, donc se réjouissait de cette stagflation qui n'existe pas, mais par la même occasion, il annonçait quel est le but de ceux qui pratiquent cette politique de taux à la Russie, c'est-à-dire de créer la stagflation en Russie, puisque les entreprises ne vont pas pouvoir investir. Il peut y avoir effectivement des pertes de postes d'emploi, il va y avoir une baisse de croissance et il va y avoir une baisse de production. Alors, jusqu'à présent, les Russes s'en sortent en appliquant des exceptions. Alors, c'est par exemple des taux hypothécaires et de prêts immobiliers, notamment dans les nouvelles régions de Russie, c'est-à-dire toute la Novorossia, le Donbass, plus les deux autres régions, là, Mm. euh, où les taux d'intérêt sont à 2% et sont limités pour l'achat d'immobilier qui est construit intensivement. Massivement, La ouais. construction, c'est quelque chose de délirant. Les routes dans la région de Lugansk, et une des intervenantes l'a dit, nous n'avions pas de route avant du temps de l'administration ukrainienne. Aujourd'hui, nous avons déjà des routes à Lugansk. Et Mm. Poutine a annoncé un périphérique, une autoroute périphérique autour de Autour. la mer d'Azov, Mm. qui est devenue donc une mer intérieure russe. À la manière dont c'est fait en Crimée. À la manière dont ça s'est fait en Crimée, où les routes, faut bien le dire, étaient vraiment dangereuses, lentes et mal foutues, quoi. Mm. Plus il y avait à l'époque de l'administration ukrainienne, là aussi, en plus un racket par les policiers, ouais, etc., quoi. Enfin, Mm. c'était, j'ai beaucoup travaillé à cette époque-là, hein. Donc là, je connais bien et je vois la différence. Et vous vous appelez à la Évidemment, mise en place d'un euro numérique. absolument, Hmm. absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.